Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Benoît Moritz, qui est architecte et urbaniste et qui dirige l'agence MSA, qui en plus de cela est enseignant à l'ULB dans le domaine urbanisme et aménagement du territoire, ainsi que Virginie Pigeon, qui est paysagiste, qui travaille dans le cadre de l'agence Pigeon Ochèche Paysage et qui est enseignante à la faculté d'architecture de l'Université de Liège. Et nous vont nous parler aujourd'hui du projet de reconversion de l'ancien site industriel LBP à Chênay. Ce site a été le témoin de développements sidérurgiques liégeois le long de l'Ourthe et de la Vestre. Il a accueilli une partie des usines cuivre et zinc. Il est implanté en cœur d'une zone urbaine, à côté d'un arrêt de train à Chênay, à l'entrée de la ville du secteur est de Liège, à proximité de l'autoroute, à savoir un certain nombre d'atouts pour recycler le territoire vers de nouvelles affectations. Il y a évidemment une pollution des sols et des sous-sols ainsi que de la nappe importante en raison de la présence industrielle qui s'est développée sur le site. Et le site a fait l'objet d'une reconversion d'un traitement par la SPAC qui a ensuite confié à l'agence MSA le soin de réaliser un master plan pour l'ensemble du terrain qui avait été aménagé et nettoyé, de manière à le reconnecter au centre de Chênay et de tenir compte des pollutions présentes sur le site de manière à limiter les travaux de dépollution nécessaires. Le projet propose un nouveau rapport à la rivière et permet de rapprocher les usagers du cours d'eau. Je pense que ce qui va nous être présenté aujourd'hui consiste essentiellement dans le projet tel qu'il a été présenté, adopté par la SPAC et ensuite par la ville de Liège, qui s'est saisi du projet pour lancer une demande de modification du plan de secteur, étant donné que le projet prévoit de ramener du logement sur cet ancien site industriel, ce qui demandait une modification du plan de secteur qui a été récemment à l'enquête publique. Et plusieurs personnes m'ont interrogé avant la présentation pour savoir si ce qui serait présenté était le projet avant ou après les inondations. Je pense qu'il s'agit bien du projet tel qu'il a été développé avant les inondations de juillet 2021. Et j'imagine que nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions, soit pendant la présentation, soit dans le cadre des questions-réponses, sur la manière dont le projet pourrait éventuellement être influencé suite à ce que nous avons connu en juillet. Voilà ce que je pouvais dire pour introduire la conférence. Je passe maintenant la parole à Benoît et à Virginie. Merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Okay. Merci Jacques pour l'introduction. Merci aussi pour l'invitation qui nous a été faite à Virginie et à moi de présenter ce travail qu'on a réalisé pour la SPAC, la ville de Liège et également la SPI. Donc, je vais peut-être partager la présentation. Est-ce que vous pouvez me dire si vous la voyez? Oui. Ça marche, c'est parfait. Ça marche, c'est parfait. Et donc, je vais en fait peut-être faire un tout petit peu quelques éléments de correction par rapport à ton introduction, c'est-à-dire que l'étude qu'on a réalisée pour la SPAC, elle porte justement sur les niveaux d'assainissement de sol qui sont encore à faire sur le site, tenant compte des niveaux d'assainissement à atteindre ou de dépollution des sols à atteindre en fonction des programmes et du projet à développer sur les 7 hectares du site LBP. Donc l'exposé que nous allons vous faire porte en réalité également sur des éléments de méthode d'élaboration d'un projet d'urbanisme qui se développe par phase et dans lequel des itérations ont été faites avec les services de la SPAC afin de faire remonter également des coûts de dépollution et de définir à la fin un projet qui tienne, ou une vision urbanistique qui tienne la route d'un point de vue urbanistique, mais également du point de vue de l'économie générale du projet et de sa faisabilité, tenant compte des sources de financement en vue de dépolluer les sols. Et donc, voilà, on prendra la parole à deux avec Virginie pour revenir sur
ces éléments, je dirais, d'historique et de méthodologie pour aboutir effectivement à la vision urbanistique qui a présidé à l'enquête publique qui a eu lieu au premier semestre 2021, pardon, et l'évolution des affectations qui étaient proposées dans ce cadre-là. Peut-être juste pour resituer le site LBP, donc il se trouve effectivement sur le domaine communal municipal de la ville de Liège, donc en bordure, en limite de frontières communales, du côté de la vallée de la Vesdre, à proximité de Chaudfontaine. C'est un site qui est relativement consistant en termes de taille, il fait 7,5 hectares au total. Sur ce document-ci, vous le voyez mis en perspective par rapport à d'autres sites en cours de reconversion sur le territoire de la ville de Liège. Donc 7,5 hectares, voilà, c'est quand même un terrain relativement important. Hein, si on le compare par exemple au territoire, au site Bavière qui fait 3,9 hectares et au Val-Benoît, alors qui est un cas de figure différent. Là, on est dans le cadre d'une réaffectation. Mais donc les 7,5 hectares représentent un potentiel foncier quand même relativement consistant à l'échelle des terrains à reconvertir en fonds de vallée. L'occupation du site, donc effectivement il y a eu une occupation industrielle très intense pendant plus d'une centaine d'années. Et donc se sont établis différents établissements voilà, qui ont profité de la force motrice de l'eau initialement et qui se sont développés en bord de Vesdre. Et donc vous voyez ici à gauche, sur cette photo historique qui date de 1952, le tracé de la Vesdre. On voit également sur cette photo un bief qui alimentait également initialement en eau le site de production de cuivre et zinc. Et on voit sur cette photo une emprise industrielle relativement, ou voire très importante, avec un site qui historiquement était entièrement occupé par différentes activités, enfin différents bâtiments voués à la production, à la fabrication du zinc. Le site est également mitoyen à des voies de chemin de fer hein, qu'on voit ici à droite sur l'image. Donc c'est la ligne de chemin de fer qui relie Liège à Verviers et puis au-delà à l'Allemagne, hein, la ligne historique je dirais. Cette ligne a été dédoublée dans les années 90 avec la construction d'une ligne à grande vitesse. On a encore en bordure du site LBP la gare de Chênay qui est toujours une gare en exploitation dans laquelle s'arrête encore un train une fois par heure aujourd'hui. On voit aussi le rapport au chemin de fer du point de vue de la logistique, hein, donc on verra une autre image par après. Il y a tout un système de desserte ferroviaire hein, qui ramenait le minerai depuis les exploitations, probablement en amont du côté de l'Allemagne, par voie de chemin de fer, et une production qui pouvait également être exportée à travers ce moyen-là. Un plan ici qui montre en fait la situation que j'évoquais préalablement, c'est-à-dire le positionnement, je dirais, en bord de Vesdre est un élément qui a été découvert, je dirais, quelque part en cours d'étude, hein, à travers les travaux de description et de compréhension du site, qui est le positionnement en fait d'un bief qui initialement était installé à ciel ouvert, qui a été canalisé et qui a été progressivement comblé, qui est aujourd'hui un bief qui a disparu, dont on n'a plus réellement la trace en termes d'utilisation, voilà, qui ne fonctionne plus réellement comme un élément de canalisation de l'eau, mais sur lequel est établie une partie du quai Borguet. C'est un élément qui est important par rapport à la vision urbanistique qui a été développée, vous le verrez, puisqu'il va constituer une limite hein, à partir duquel on va pouvoir, où on a dans la vision urbanistique, développé cette idée d'élargir en fait quelque part ou de retrouver une sorte de lit de la Vesdre initiale hein, en considérant l'épaisseur qui était liée au bief. Alors quelques éléments d'histoire aussi, quelques dates, hein, donc je ne vais pas les détailler, mais vous voyez ici reprise un peu quelques éléments d'historique en fait du développement industriel sur le site, et donc on
on trouve un premier laminoir au début du 19e siècle et une exploitation industrielle in situ, avec y compris une croissance de celle-ci en bord de Vesdre sur près de 196 années. Donc le site est en activité avec une activité industrielle lourde et intense pendant près de 2 siècles, et l'arrêt de la production, l'arrêt définitif se produit au tournant des années 2000, donc en 2004. Un élément important, c'est l'acquisition en fait du site en octobre 2012 par la SPAC, qui est donc l'agence, on peut dire, qui est chargée par le gouvernement wallon de prendre en charge les aspects de dépollution de sites fortement pollués, pour lequel, au niveau du marché, je dirais, ou la nature du marché foncier, il n'y aurait pas de preneur, compte tenu du fait que ces sites sont intensément pollués, je dirais. Une autre image historique, 1927, voilà, qui montre en fait, alors ici en rouge, les limites du territoire sur lequel nous avons nous travaillé. On y voit en fait l'établissement de bâtiments, des éléments de nature industrielle au niveau du vocabulaire architectural, des cheminées, des halles. Comme je l'ai déjà énoncé précédemment, le site était en fait très intensément occupé, bâti. On voit également la présence des voies de chemin de fer et la connexion avec la ligne qui menait historiquement vers l'Allemagne. Je montre ces photos parce que quand on va sur le site aujourd'hui, eh bien, en fait, il ne reste aucune trace en fait de ces occupations-là. Les bâtiments ont été entièrement démantelés, les cheminées ont été détruites. Et donc, quand on va sur le site, on a une appréhension, enfin, d'un territoire très ouvert, disponible, bien qu'il y a effectivement toute la problématique de la dépollution des sols à régler, mais on a du mal à s'imaginer en fait cette emprise globale de ces bâtiments. Et donc, voilà, la SPAC, depuis l'acquisition en 2012, a procédé à un démantèlement progressif des bâtiments, en phase également. Et aujourd'hui, le site, il est globalement inoccupé, aucun bâtiment, aucune trace. Et donc, par rapport aussi à une perspective de réaffectation, on essaye souvent de valoriser des traces industrielles, de se poser la question aussi du rapport à la mémoire d'un lieu. Sur le site LBP, c'est un sujet qui est quasiment inexistant, je dirais, peut-être à l'exception de la trace du bief. Voilà, compte tenu du fait que les infrastructures industrielles ont été globalement toutes détruites. Et donc, ici, une photo prise en 2017, pardon, qui montre le site tel qu'il était alors, à cette époque-là, enfin, tel qu'il est toujours aujourd'hui, je pense. Mais donc, voilà, un site qui se présente avec un caractère quasiment vierge, avec des plantations, mais quand même des occupations ou des niveaux de pollution de sol extrêmement importants. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais donc le cadre du travail qu'on a réalisé, c'est un cadre d'une étude, d'un projet dans le cadre d'un marché public auquel nous avons répondu pour le compte de la SPAC, la ville de Liège. La SPI faisait également partie du consortium public, de la maîtrise d'ouvrage public, je dirais, qui a suivi l'élaboration de l'étude. Et donc, voilà, cet ensemble d'acteurs publics avait déjà développé une série d'intentions préalables par rapport au devenir du site, et notre réflexion s'est inscrite dans cette continuité de réflexion, d'intention programmatique ou urbanistique. Et donc ici, quelques schémas qui montrent des premières intentions qui ont été intégrées à la réflexion et à la vision urbanistique que nous avons développée. Donc à gauche de l'écran, l'étude transurbaine qui a été menée en 2012 dans la perspective de l'implémentation et de l'installation de la ligne de tram en rive gauche. Étude qui, concernant le site Chénet LBP, que vous voyez ici en bas à gauche, définit l'implantation d'un terminus de bus à haut niveau de service en contiguïté de la gare SNCB,
et définit en fait un pôle d'intermodalité qui pourrait se développer à cet endroit-là. Donc cette perspective-là, même si l'étude était historiquement un tout petit peu datée, hein, on a commencé notre étude en 2017, devait être ou a été intégrée dans la vision urbanistique que nous avons développée. Donc se développe en fait à l'endroit du site LBP, ou devra se développer à l'endroit du site LBP, un pôle intermodal entre terminus de bus et au niveau de service, la gare et d'autres moyens de circulation, en particulier le Ravel, qui est implanté le long de la voie de chemin de fer. Autre document intéressant à montrer, c'est l'étude relative aux espaces publics qui a été réalisée par la ville de Liège et qui envisage un élément intéressant également qui consiste dans la création d'une connexion cyclo-piétonne entre, je dirais, la rive gauche de la Vesdre, qui est en l'occurrence du côté du site LBP, et la rive droite, où se trouve le centre de Chénet, qui est donc une ancienne entité dans laquelle on va retrouver un nombre assez important d'équipements, notamment des équipements scolaires. Et donc l'étude des espaces publics envisage en fait la création d'une relation mode doux entre les deux rives, ainsi qu'une valorisation des berges de la Vesdre. Et donc là, c'est un élément effectivement qui nous a semblé très intéressant, qui a été partagé à travers les analyses que nous avons réalisées et qui porte sur cette idée de relier les deux rives, en fait, d'améliorer les connexions à travers l'établissement d'une nouvelle passerelle, créant un lien entre un potentiel pôle de gare et le pôle des écoles, le pôle des équipements se trouvant dans le centre de Chénet. Alors, le site, moi je ne suis pas du tout un spécialiste des pollutions de sol, et d'autres que moi pourront les expliquer. Donc, j'ai vu qu'il y avait des personnes de l'ASPA qui étaient également dans l'audience. Mais donc, le site, globalement, il est pollué sur l'entièreté de sa superficie, quoi, hein. Donc, c'est une information que nous avons comme urbanistes reçue. Donc, dans notre équipe, il y a également, j'ai oublié de les mentionner, des environnementalistes qui étaient là pour nous appuyer. Mais donc, le travail qui a été réalisé a été un travail réellement développé en synergie avec l'ASPAC, qui est l'expert pollution de sol et assainissement de sol. Et donc la formation de base que nous avons reçue était globalement celle d'un niveau de pollution de sol relativement élevé, et déjà, vous le voyez sur ce schéma, des noyaux de contamination traités en 2014-2015. Hein, ce sont les périmètres mauves que vous voyez ici, à l'occasion d'un premier FEDER, donc d'un premier octroi d'un subside européen, facilitant, je dirais, la dépollution de sol et prenant en charge les coûts de dépollution de sol, hein, sur des profondeurs quand même relativement importantes et consistantes. Hein, donc au moment où nous avons commencé à entamer notre travail, hein, dans les éléments faisant partie de la réflexion à considérer, faisait déjà partie à cette époque, en fait, ces assainissements de sol, avec cette contrainte, mais en même temps ce paramètre de financement FEDER qui amenait à considérer que ces assainissements de sol, ils avaient été faits en vue d'accueillir des activités économiques, en fait. Ce qui, dans la réflexion que nous avons développée, est un paramètre globalement structurant. Alors, par rapport, du coup, au travail qu'on a mené, vous voyez que sur les 7,2 hectares de sites, 1,6 était déjà traité. Ça veut dire qu'il y avait encore 5,6 hectares non traités. Et le travail que nous avons réalisé a donc consisté à identifier les fonctions à implanter sur ce site, tenant compte de cette itération entre les besoins de la ville, la meilleure vision urbanistique pour le développement du site, mais également les itérations avec les qualités ou les possibilités d'assainir de manière correcte les sols afin d'y accueillir différentes fonctions. Et donc le travail qu'on a réalisé était un travail un peu multiniveau, je dirais, d'une part de définir la vision urbanistique, mais en même temps de travailler par des allers-retours avec les experts de l'ASPAC sur les possibilités réelles d'implanter des fonctions urbaines évidemment, mais dans un débat, une discussion un peu permanente avec la ville de Liège, qui souhaitait, hein, on l'a vu dans les schémas préalables, développer autour de la gare de Chénet un véritable pôle de gare. Alors je vous montre juste cette image, je suis incapable de vous dire, je sais qu'il s'agit en fait d'une photo qui a été prise
à l'occasion d'un traitement et de la prise en charge de noyaux de contamination. Mais bon, voilà, personnellement, moi, ça m'avait quand même interpellé. Hein, je me suis dit, bah, si ce type il porte ce masque-là comme ça, c'est que la pollution de sol, elle doit quand même être sérieuse. Alors, en parallèle à notre réflexion, à l'entame de la réflexion, un point important, je pense, par rapport à la discussion générale et au débat urbain sur l'aménagement de l'agglomération liégeoise, hein, ça a été le débat qui a eu lieu sur la question de l'aménagement du Riponnet et un projet de création d'un lotissement. Hein, donc le site LBP se trouvant ici, on se trouve sur les hauteurs de Chênay. Hein, il y a un grand espace ouvert de nature agricole aujourd'hui. Et préalablement, je dirais quelques mois avant que nous commencions notre étude, il y a eu tout un débat au niveau de l'agglomération, enfin de la ville de Liège et de l'agglomération morphologique liégeoise sur l'opportunité de mettre ou non, ou d'accepter ou non ce projet de logement au Riponnet. Hein, et dans ce cadre-là, il y a l'association que vous connaissez certainement, Urbagora, qui a pris position, je dirais. Je pense que notre travail, enfin leur réflexion a influencé notre travail, mais a également influencé la ville de Liège par rapport au fait de dire que sur le site LBP, ben, malgré les taux de contamination importants des sols, des niveaux de pollution très importants, ben, il fallait trouver une manière de quand même considérer que la dépollution, la réflexion sur le développement du site devait être l'occasion de créer un travail sur un quartier de ville dans lequel du logement devrait être localisé. Et donc on voit en fait ici deux schémas voilà, que j'ai repris sur le site internet d'Urbagora, mais qui positionnent en fait ce débat qui indirectement a fait partie de notre réflexion, c'est-à-dire au final probablement pas, vous le verrez comme il l'est dessiné sur le schéma de droite, un quartier très dense de logements. Voilà, ce n'est pas considérant les paramètres des pollutions, ce n'était pas la bonne solution probablement, mais voilà, cette réflexion a eu le mérite d'introduire en fait cette idée de développer du logement à proximité de la gare. Alors, un paramètre important, faisant partie également de notre mission, et c'est in fine le sujet qui a été mis en débat pendant le premier semestre 2021 à travers une mise en enquête publique, c'est finalement la modification, la révision de l'affectation industrielle, hein, qui est grandement établie, je dirais, sur le site LBP, sur le site Goder à côté, et qui est fortement conditionnante dès lors qu'on imagine en réalité faire du site LBP un morceau de ville ou un nouveau quartier qui s'intègre au centre de Chênay. Et donc la mission à laquelle on a répondu portait d'une part sur le développement de la vision urbanistique en itération avec les assainissements de sol, mais d'autre part également sur la réflexion sur des affectations à programmer dans le cadre d'une révision du plan de secteur, qui est finalement la formule qui a été adoptée pour aboutir au projet urbanistique ou à la possibilité de réaliser le projet urbanistique que je vais vous présenter. Alors les maîtres d'ouvrage, je les ai déjà évoqués. Donc le terrain, le foncier appartient à la SPAC. La ville de Liège est également notre maître d'ouvrage direct. Hein, donc il y a un partage en fait de cette notion de maîtrise d'ouvrage public qui a été fait. Donc nous avons travaillé pour les deux instances. Une expérience très intéressante, sachant que chacune des autorités ou des institutions publiques avait ses propres objectifs, je dirais, avec la finalité de finalement définir un projet d'urbanistique cohérent et qui puisse également s'articuler avec des besoins identifiés réellement. L'ASPI a également fait partie de la réflexion, puisque, je l'ai déjà évoqué, une partie du site, de par la nature des dépollutions et des engagements des fonds européens, une partie du site sera réaffectée avec des activités économiques mixtes, hein, un élément qui faisait partie de notre cahier des charges. Nous-mêmes, les auteurs de projets, donc Bureau d'urbanisme, Virginie Pigeon et Sébastien Ogège du paysage et Ariès Consultant pour les aspects environnementaux, d'accompagnement des aspects environnementaux et de mobilité. Alors, dans le cadre de l'étude, donc le cahier des charges prévoyait 3 types de périmètres.
Et vous verrez que ces périmètres ont leur importance, puisque au final, on a élargi, je dirais, le travail de modification de la dimension réglementaire à l'échelle du schéma directeur que vous voyez ici en jaune sur l'écran. Donc, il y avait un périmètre très opérationnel, ou initialement très opérationnel, qui est le périmètre LBP, que vous voyez en blanc. Un périmètre de schéma directeur qui intègre en fait différents sujets, la relation avec la rive droite de la Vesdre, la question de la traversabilité, mais également le devenir d'un site voisin, hein, qui est le site Godert, qui est en fait historiquement un site qui faisait partie de la même exploitation industrielle que LBP et qui a connu un destin, je dirais, quelque peu différent. Hein, puisqu'il a été, les bâtiments ont été récupérés par une entreprise qui s'occupait de remettre en service des vieux moteurs, hein, donc l'entreprise Godert. Et puis un troisième périmètre qui est ce périmètre rouge, qui est le périmètre, je dirais plutôt de réflexion, hein, c'est le périmètre du contexte élargi, dans lequel s'intègre le centre de Chesnay, avec l'ensemble de ses services, de ses écoles, de ses éléments d'équipement, par rapport auquel la réflexion voilà, s'est construite en fait. On voit également sur cette image un élément que j'ai mentionné préalablement, donc ce sont les terrains du Riponnet, ici en haut à droite, hein, puisqu'on se trouve dans le fond de la vallée. Et puis la mitoyenneté immédiate, je dirais, ou le voisinage immédiat avec la commune de Chaudfontaine, dont les limites communales sont vraiment très proches des limites du site LBP. Alors peut-être pour commencer également, vous montrer un tout petit peu, je pense que ça pourrait intéresser les étudiants, au moment quand on répond à un marché public, on répond à des demandes en termes de méthode, d'approche, mais la maîtrise d'ouvrage public demande souvent de développer des premières intuitions permettant de guider en fait le choix de l'auteur de projet. Hein, et donc au moment de l'offre, nous avions en fait évoqué deux scénarios, dont un premier scénario que vous voyez ici qui portait sur l'idée en fait, de déqualifier le quai Borguet, qui est l'avenue régionale, la pénétrante routière, même presque autoroutière, qui depuis Chaudfontaine rentre vers Liège, et de travailler sur la bordure de la Vesdre avec la création d'un parc urbain habité, et l'idée de concentrer des activités économiques plutôt à l'intérieur du site. Et donc nous avions évoqué cette idée avec en parallèle l'idée de travailler sur une scénarisation, hein, en fonction d'un dialogue qu'on devait avoir avec la maîtrise d'ouvrage et avec les gens qui nous ont accompagnés au niveau de l'étude, hein, sur base de deux hypothèses. Donc première hypothèse d'un dévoiement, je dirais je reviens en arrière, pardon, un dévoiement du quai, l'idée de créer une relation avec la Vesdre, et puis une première hypothèse volontariste, je dirais, et puis une deuxième intuition, peut-être un peu plus conservatrice, ou allant dans le sens de la continuité des réflexions sur un foncier restant unitaire, c'est-à-dire de finalement considérer un projet se développement sur la parcelle LBP, mais n'engendrant pas des réflexions sur le remembrement urbain et sur une relation plus ouverte d'un espace ouvert en lien sur la Vesdre. Alors peut-être aussi un élément intéressant, j'aime toujours bien montrer ces schémas de méthode en fait, qui montrent qu'un projet ou une vision urbanistique se construit dans le temps, avec beaucoup de discussions, avec différentes formes de maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'usage. Ici, en l'occurrence, un schéma en 3 étapes, hein, qui a conduit dans un premier temps à travailler sur un diagnostic et finalement le fait de faire parler les acteurs par rapport à nos interventions initiales. Hein, donc ça, c'est l'étape numéro 1. Une deuxième étape qui a consisté à établir un schéma de développement. Donc vous voyez ici différentes dates, hein, qui sont les différents moments de comité de pilotage au cours desquels on avait des réunions de travail avec les experts de l'ASPAC par rapport à ces itérations d'ordre parfois financière, mais aussi qualitative dans les discussions avec la ville sur finalement mais quel est le meilleur projet urbanistique tenant compte de ces éléments de dépollution de sol et de ces objectifs
qu'on pouvait atteindre qualitativement en dépolluant le sol. Et puis une troisième étape, qui est l'étape dans laquelle on est toujours en fait en réalité aujourd'hui, qui est l'étape de la révision du plan de secteur en vue de réaliser le schéma initialement prévu. Des éléments descriptifs, donc on est dans un fond de vallée, donc on est à proximité, le site se trouve ici. Le paysage est un élément très structurant. Je vais peut-être laisser Virginie en parler. Bonjour. Oui, donc là, on a dézoomé un petit peu pour essayer de se rendre compte de ce qu'il y avait comme élément constitutif du paysage qui méritait d'être pris en compte dans l'idée que la reconfiguration du site LBP pouvait ouvrir des opportunités pour recoudre des continuités paysagères. Et donc, on voit ici, à la grande échelle, qu'on a le sud du site avec les coteaux qui sont plutôt boisés, vers le Sartiment et Chauffontaine. Au nord, on a l'agglomération urbaine liégeoise. On a en Véranie le site du Riponnet avec cette belle prairie calcaire qui est assez visible en fait depuis le site LBP. Donc on voit depuis le site, les coteaux sont très présents. Et puis il y a la question de la végétation de bord de berge qui est un maillage vert interrompu assez franchement à hauteur de chenets et qui nous paraissait intéressant à questionner. Tu peux passer le suivant, Benoît. Voilà, donc ici, au niveau du site, on s'est assez vite aperçu qu'on avait là l'opportunité de renforcer le maillage vert de bord de berge. On est dans un lieu assez particulier puisqu'on est à la fois tout près du confluent entre la Vesdre et l'Ourthe, et puis on a aussi ce méandre qui est juste en face du site qui nous occupe, et donc qui laisse penser le mouvement de l'eau et le fait aussi qu'on a des dépôts de gravier, qu'on a des alluvions qui peuvent coloniser les berges et offrir des milieux écologiques assez intéressants. Alors, en plus de ça, on avait découvert la trace de cet ancien bief dans les cartographies que Benoît a montré en début de présentation. Et donc, on s'est assez vite dit que, en fait, cette berge pouvait prendre une épaisseur, puisqu'on a un territoire qui est presque un peu anciennement insulaire entre la berge actuelle et le bief, et que dans toute cette épaisseur, on pouvait imaginer redonner de la place au milieu naturel du cours d'eau, et le voir comme un parc habité, un parc à la fois habité par la biodiversité et aussi éventuellement par du logement. On voit également sur cette carte que au carrefour en partie supérieure, face au confluent, on a deux immeubles avec des niveaux assez élevés qui nous permettaient de penser qu'il n'était pas inenvisageable de construire avec des gabarits un peu plus élevés pour atteindre une certaine densité qui avait été envisagée notamment par les contre-projets d'Urbagora, mais aussi permettre de dégager la surface au sol. C'était difficilement envisageable d'avoir des habitations format mitoyen avec des jardinets dans un site qui a ce taux de pollution. Donc on a aussi ouvert cette idée qu'on pouvait travailler avec du logement avec des gabarits un peu plus élevés. Et puis l'idée de garantir aussi des transversalités entre les deux versants à travers le site, et d'imaginer qu'on avait une série de connexions à la fois parallèlement au fleuve, mais aussi transversalement entre les coteaux, et que ça pouvait devenir l'opportunité d'enrichir ces maillages vert et bleu. Je te redonne la main, Benoît. C'est encore toi, Virginie. Oui, donc ça, c'est les premières recherches qu'on a menées après les scénarios qui avaient été présentés au moment de l'offre. C'était, voilà, on voit ici l'épaisseur prise par la berge et un milieu plus naturel qui re-questionne aussi des sites qui sont encore actuellement occupés par des supermarchés et d'autres éléments qui sont amenés à disparaître à moyen terme. Et on voit que la chaussée prend progressivement le tracé de cet ancien bief,
pour permettre au parc de gagner en superficie. Alors ici, on voit aussi les relations qu'on a envisagées par rapport aux espaces publics qui sont côté Chênaies Centre, hein, on va dire, la place du Gravier, qui actuellement est un grand parking, et qui est, son nom l'indique, hein, finalement, qui est au départ un dépôt de gravier provenant du mouvement du cours d'eau dans le méandre. Et donc ça nous paraissait intéressant de revoir cette place à la fois comme un espace public urbain vraiment dédié à la convivialité, et donc à l'habitabilité, on va dire, par autre chose que des voitures, mais aussi de permettre au cours d'eau de se manifester plus amplement en créant des dépressions par gradins qui pouvaient voir le niveau monter. Donc, on n'est pas allé très loin dans le développement de ces espaces publics-là, mais on trouvait intéressant d'avoir, de part et d'autre de la Vestre, des espaces ouverts avec des qualités et des atmosphères différentes, donc plutôt minéralisés côté centre-ville et plutôt végétalisés côté sud. On voit ici des références qui fonctionnaient avec cette idée. Peut-être pour montrer, donc on vous montre aussi ici des parties de recherche en fait que nous avons menées pour essayer de comprendre un tout petit peu vers où il fallait aller. Donc il me semblait aussi intéressant de vous montrer ce type de document tel que celui que Virginie vient de commenter, qui est en fait à un moment donné cette idée qu'on développe et qui est apportée vers la maîtrise d'ouvrage de la ville, de finalement avoir une meilleure connexion avec l'eau, sachant que la Vesdre est un cours d'eau qui n'est pas navigable en fait, et donc qui permet aussi d'avoir ces relations physiques très proches entre le milieu urbain et l'eau. Hein. Mais donc je resitue aussi le cadre de la réflexion, hein, qui était l'année de 2018, et donc d'autres types de recherches hein, que nous avons menées, alors plutôt ici dans la partie urbanistique, mais sur la question de la mixité voulue sur le site, hein, donc jusqu'à quel niveau on veut aller en termes de mixité, sachant que une part de logement était demandée et certainement souhaitable. Et donc, on a eu des discussions avec la maîtrise d'ouvrage sur ce pourcentage de mixité à introduire. Et puis également, des discussions ont été menées sur les deux scénarios, c'est-à-dire les deux configurations possibles, c'est-à-dire une configuration conservant le quai Borghais là où il est, et puis cette idée de pouvoir dévoyer et déclasser le quai Borghais en vue de créer cette relation avec l'eau. On a également mené toute une série de recherches qui nous ont servi pour la définition des zones d'activité par rapport à cette idée d'activité économique mixte, hein, donc, qui était un élément indiqué dans le cahier des charges et voulu également par les autorités communales ainsi que l'ASPI. Et donc on a mené des recherches plutôt d'ordre typologique, hein, sur le fait de définir des modèles urbains, je dirais, d'activité économique qui, suivant des formats de 200 à 500 mètres carrés, arrivent à s'agglomérer, je dirais, et arrivent à quand même fabriquer de la ville, en fait, hein, puisqu'on est dans un tissu urbain dense. On a également mené des recherches typologiques de différentes formes, certaines n'ont pas été retenues, hein, consistant à superposer des fonctions. Et donc, il y a eu à un moment donné des hypothèses de superposition de programmes de logement à des programmes commerciaux en lien avec la question du stationnement, sachant que dès le départ, il nous a été dit qu'il serait compliqué, voire en fait en réalité impossible, de construire du stationnement en sous-sol. Et donc assez rapidement est venu en fait le paramètre d'implantation de parking au niveau du rez-de-chaussée et de surélévation des logements par rapport au futur niveau des terrains. Et donc voilà, on vous montre ici quelques recherches en fait qui à un moment donné se traduisent aussi par des plans hein, tels que celui que vous voyez, qui est en fait un plan global de niveau de rez-de-chaussée, mais dans lequel on voit finalement qu'est-ce qui est occupé, qu'est-ce qui n'est pas occupé, qu'est-ce qui est en contact avec le sol. Et donc, ce que montre ce plan-ci, ce sont des implantations de logements voilà, par rapport auxquels tous les rez-de-chaussée sont ouverts. Il n'y a pas de logement en rez-de-chaussée, tenant compte des contraintes liées à la dépollution. Par contre, les activités économiques peuvent s'implanter avec de la mitoyenneté et là, plutôt une occupation au niveau du sol.
On voit ici une hypothèse qui est toujours en fait laissée ouverte par la réflexion actuelle, c'est-à-dire de se dire qu'on pourrait localiser dans le cadre du scénario finalement choisi par la ville avec la SPAC et d'autres maîtrises d'ouvrage, hein, comme la DGO1, la DGO4 de la région wallonne, de localiser du côté rive gauche de la Vesdre une infrastructure sportive un peu conséquente, hein, qui n'existe pas, qui n'est pas une offre existante dans le centre de Chennai. En variante, vous voyez ici, en fait, je reviens en arrière, hein, une première hypothèse qu'on avait faite de localisation d'un commerce le long de la voirie qui serait repositionné et dévoyé. Une autre variante qui est finalement celle retenue parce que pour des questions de coût de dépollution, il n'a pas été possible d'envisager de localiser du commerce, mais de plutôt positionner également des activités économiques mixtes à cet endroit. Et donc le schéma qui a finalement été retenu permet aussi pas mal de flexibilité par rapport aux évolutions futures, hein, des activités économiques qui se développeront à cet endroit-là. Une question un peu, que j'évoque jusqu'à présent, hein, c'est ce rapport avec le sol, en fait. Hein, c'est finalement au niveau des dépollutions, qu'est-ce qui était possible de faire. Et donc la SPAC a produit une carte, hein, que vous voyez ici, qui est une carte intéressante, qui montre en réalité, en fonction des niveaux de dépollution ou de pollution, où pouvait-on situer de façon privilégiée les fonctions autres que l'activité économique, sachant que dans cette réflexion, l'espace ouvert, le parc, est également une fonction qui doit être considérée par rapport à l'assainissement, puisque la question de l'assainissement concerne la construction sur le sol, mais aussi le fait de séjourner sur un espace extérieur. Et donc cette carte montre, qui a été faite par la SPAC, montre les endroits privilégiés pour le logement et ceux qui sont beaucoup plus complexes par rapport au bâti ou par rapport à des activités économiques. Et donc c'est dans cette itération entre ce type de document, des calculs de coûts, que le scénario final a finalement été choisi. On a eu aussi à un moment donné toute une réflexion sur le positionnement du logement en fonction de la question de l'acoustique et de la vibration, ou des vibrations liées au chemin de fer. Et donc, il y a eu un moment d'hésitation, je dirais, au niveau de la maîtrise d'ouvrage public sur le positionnement des logements. Et l'outil de la maquette a été un outil qui nous a, à un moment donné, permis aussi de montrer les éloignements par rapport au chemin de fer. Et ça a également permis de spatialiser finalement des intentions qui avaient été évoquées jusqu'alors. Finalement, à travers ces différentes recherches qui ont été menées au cours des 2 premières phases, je dirais, on en est arrivé à 4 grandes options d'aménagement. L'intensification du rapport à la Vesdre. Alors, aujourd'hui, c'est un peu bizarre de parler de ça parce que le rapport a bien été intensifié au mois de juillet, mais donc je m'excuse un peu pour le vocabulaire que j'utilise ici. Mais voilà, il faut se repositionner dans le débat en 2018, hein, mais donc c'est ce rapport à la Vesdre et à la voie à l'eau qui était posée. Le deuxième élément, c'était plutôt de considérer le devenir du site LBP en complémentarité par rapport au centre de Chennai en tant que tel, donc plutôt essayer de trouver des fonctions complémentaires et le positionnement de la gare, d'activités économiques, d'un espace ouvert de type parc urbain s'inscrivent dans cette réflexion de complémentarité. Le troisième objectif, c'est le pôle multimodal, hein, et les connexions piétonnes entre le pôle de la gare et le pôle des écoles avec la traversée de la Vesdre. Et enfin, le quatrième objectif a été au niveau de la programmation, le positionnement des logements et le positionnement des activités économiques compactes, formant îlots et formant quartiers. Ça nous amène à des plans masse, alors qui sont des préfigurations. Je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut voir ce type de document, des préfigurations d'un devenir possible du site, tenant compte des options considérées et tenant compte également de la réaffectation du sol. Et donc ici, un plan à l'échelle de la vallée et puis un plan zoomé, je dirais, dans lequel on voit finalement les options qui ont été retenues, qui s'incarnent dans un plan en masse, hein, avec des éléments déjà discutés, présentés, comme le dévoiement du quai Borghais, la possibilité évoquée par Virginie, mais se trouvant en réalité aussi déjà dans les plans de la ville, au niveau de l'aménagement des espaces publics, de finalement élargir
l'assiette ou le lit de la Vesdre, de travailler sur une relation par des escaliers entre la place du Gravier et la Vesdre également, la création d'une continuité en fait piétonne à travers l'établissement d'une nouvelle passerelle, le positionnement de logements, le positionnement d'un terminus bus également, donc dans une discussion que nous avions eue à l'époque avec la SROT devenue OTW depuis lors, et puis le positionnement d'un ensemble de logements, donc 150 logements, sur 3 îlots, 3 sites implantations, mais à nouveau des logements qui sont surélevés en fait du fait des conditions d'assainissement des sols, et puis le positionnement du pôle d'activité économique compact. Hein, donc un plan masse qui a plutôt une vocation d'illustration, un point qui tenait à cœur, je dirais, à Virginie au paysage et qui était important, je pense, c'est cette idée de la mise en valeur de la confluence entre la Vesdre et Lourdes. Et donc, on avait quelque peu dépassé, je dirais, notre périmètre pour indiquer que finalement, cet espace vert faisant le lien et le contact avec l'eau pouvait être prolongé quasiment au contact ou à l'endroit de la confluence. Donc ici, une axonométrie montrant une prévisualisation. Virginie, je te laisse peut-être un tout petit peu continuer sur les options du paysage, comment est-ce que finalement les premières intuitions se concrétisent. Oui, alors ici, ce schéma-là, il redit un peu la même chose qu'on a déjà dit plusieurs fois, mais en gros, c'est qu'on a une opportunité de faire vraiment exister un espace ouvert qui est traversant d'un côté à l'autre de la rivière, mais on a aussi des resserrements qui existent par l'implantation des bâtiments existants et aussi de certains grands sujets végétaux qu'on souhaite préserver. Et donc, l'idée, c'était que dans les poches qui sont en rose et qui apparaissent comme une opportunité pour l'espace ouvert, on travaille aussi sur la berge pour l'adoucir et donc pour permettre des fluctuations du lit de la rivière. On a aussi proposé que les continuités piétonnes se prolongent au-delà du site de l'étude pour aller rejoindre les bordures en amont, les bordures du fleuve qui sont aussi de beaux espaces végétalisés. Tu peux passer à la suivante peut-être. Ici, on voit un zoom sur l'espace végétalisé, l'espace parc. Hein, et on voit aussi que l'idée du bief qui était présent dans les cartes historiques est apparue ici comme une possibilité d'un élément complémentaire pour gérer les eaux de ruissellement. Et donc, on voit le long de la chaussée qu'on pourrait avoir ce nouveau bief qui récolterait les eaux et qui pourrait temporiser donc, le ruissellement et qui pourrait aussi servir éventuellement de limite pour un parc si on souhaitait en contrôler les accès, donc une limite plus naturelle, on va dire. Et puis on voit que la nouvelle voirie est aussi l'opportunité de gérer du stationnement en longueur avec la plantation d'arbres en alignement qui renforce le maillage vert. Voilà, ici on est plutôt sur les talus qui permettent de donner accès aux ravels, donc qui sont aussi réaménagés, et on entre progressivement dans la réflexion sur l'aménagement des espaces ouverts à l'intérieur de la partie de zone économique, on va dire, où on a réfléchi également à temporiser les eaux de ruissellement à travers une série de noues et d'espaces infiltrables. Donc, il s'agissait de trouver un système qui pouvait être réalisé parcelle par parcelle, puisque les éléments vont se mettre en place progressivement. Et donc, je crois qu'on le voit un petit peu plus tard dans l'étude, hein, Benoît, le découpage des devantures, des espaces. Il y a les espaces privatifs devant les parcelles économiques. Voilà. Et donc, on imaginait que on trouvait une espèce de maillage géométrique devant chacun des
devant chacun des lots d'activités économiques et qu'on pouvait ainsi gérer à la fois une proportion de zones de stationnement infiltrables, une proportion de zones plantées et une troisième proportion de parvis d'accès dans les entrées de bâtiments. Ce qui nous permettait de proposer un système de récolte des eaux de ruissellement également pour les ramener vers des noues alors qui accompagnent les voiries transversales. Pardon. Et donc, peut-être pour reprendre la main et aller vers la conclusion, la fin de la présentation, mais donc finalement, le travail qu'on a réalisé, il a donc, permis voilà, de réaliser ces grandes découpes au sol, en fait, sur base de l'emprise et le BP initial, avec l'objectif premier qui était finalement de niveau de dépollution voulu. Et donc, on a produit ce type de dessin dans lequel on voit finalement là où il y aura de l'activité, là où il y aura de la voirie, là où il y aura de l'espace ouvert, là où il y aura du mouvement, ou là où les gens pourront s'arrêter et stagner. Et ce sont tous des éléments qui sont en réalité très importants pour paramétrer et calculer et envisager en fait le type de dépollution de sol. Et donc ce type de document-ci est vraiment un document qui répond à l'objectif voulu par la SPAC, qualifier le sol en vue de pouvoir déterminer finalement comment le dépolluer et suivant quelle technique. Je l'ai évoqué jusqu'à présent aussi, donc on a pas mal réfléchi aussi à la flexibilité du plan. Donc les images qu'on vous a montrées ne sont certainement pas ou les plans ne sont certainement pas des images arrêtées. Voilà, il y a eu les événements de juillet aussi qui font réfléchir par rapport à des éléments d'aménagement de sol. Ce qu'on a voulu vous montrer aussi, c'est que la question de la gestion de l'eau, elle peut aussi être intégrée déjà en amont, y compris au niveau des premières réflexions sur l'architecture, la configuration urbanistique d'un site. Ici, on propose en fait un élargissement du lit de la rivière. Ce sont des intentions, bien sûr, mais il est important de les énoncer dès le départ, de même qu'il est important, dès le départ, de pouvoir envisager un projet qui puisse se reconfigurer et évoluer en fonction des paramètres qui se présenteront dans les années à venir. Donc, il y a un programme qui a été énoncé, des éléments qui sont mis en avant. Donc, en termes de programmation, on a plus ou moins 150 logements qui pourraient être réalisés dans le cadre de ce projet, avec effectivement des bâtiments un peu hauts, qui sont des émergences, et puis un programme d'activité économique de plus ou moins 15 000 mètres carrés qui pourrait également s'installer. En plus de ça, il y a bien sûr d'autres types de programmes qui sont des programmes qui s'installent dans l'espace ou qui s'installeront dans l'espace ouvert, comme par exemple le terminus bus dans la relation avec la gare ou le nouveau parc urbain dans sa relation avec la Vesdre. Un point important aussi, peut-être, par rapport à des questions qui viendront ultérieurement, j'imagine, c'est la question de la topographie du niveau de sol, qui est un point important qui était demandé également par la SPAC, c'est-à-dire de calculer quand la SPAC, et peut-être qu'ils me contradiront par après, mais je ne pense pas, quand la SPAC dépollue, elle dépollue le niveau de sol urbain tel qu'il se présente, et puis on rajoute une épaisseur de 1 mètre de terre. Et donc on a fait tout un calcul en fait de quantification des terres avec les experts de la SPAC en vue de créer une nouvelle topographie, sachant que cette nouvelle topographie serait plus élevée que la topographie actuelle du sol. Et donc, par rapport au sol urbain et par rapport à l'enjeu de finalement remettre les terres dépolluées à cet endroit-là, il y a une réflexion qui a été faite sur le fait d'avoir une topographie qui effectivement intègre ce paramètre du mètre supplémentaire et des terres à repositionner, et qui fait qu'au final, le sol urbain sera plus élevé sur le site que dans son environnement aux abords, mais il y a quand même bien sûr des points de contact à avoir pour pouvoir se raccrocher aux éléments de raccord. Et donc, il y a un plan de niveau qui intègre cet élément, et il y a des différences de niveau un peu notables en fait avec l'environnement qui pourrait se réaliser. Alors, tout ce travail en fait a abouti à cette première vision urbanistique à la fin de l'année 2019, et puis il y a eu une discussion
Aussi sur la question de l'outil. Donc, je vois qu'il y a déjà une question qui a été posée par rapport à l'outil modification du plan de secteur versus SAR ou d'autres types d'outils. Dans le cadre de cette réflexion-là, en fait, il y a eu aussi à un moment donné un élargissement, je dirais, du périmètre. Et donc, on est passé du périmètre du site LBP dans ses relations avec son contexte à l'intégration, en fait, du périmètre Goder, qui est le site historique, le site industriel qui se trouvait juste à côté, qui, pendant la phase de réflexion relative à l'outil opérationnel ou l'outil réglementaire permettant l'opérationnalisation, a été mise en vente et donc la réflexion a été élargie à ce site également en étudiant les possibilités d'y implanter du logement et en tout cas d'en modifier l'utilisation du sol. Et donc la réflexion a été élargie, je dirais, avec cette idée de là plutôt repositionner du logement, mais donc en profitant de cette qualité d'urbanité que le projet propose au niveau du Quai Borghais, de développer à cet endroit-là avec des variantes où on conserve ou non les bâtiments, mais donc de développer ce site et en intégrant finalement la réflexion menée sur LBP au site du Quai Borghais et à la relation avec la Vesdre. Concrètement, à quoi ça aboutit? Un peu platement, pour terminer l'exposé, mais donc à des taches de couleur, mais qui sont quand même importantes. Et là, il y a eu cette réflexion, je dois dire, très intéressante avec la ville, avec l'ASPAC, également avec la région wallonne, sur finalement la modification du plan de secteur permettant de réaliser ces opérations avec des décisions, je pense, courageuses, comme celle de, par exemple, implanter une zone verte, une zone de parc en bord de Vesdre, et donc pas simplement se limiter à une tache rouge, mais vraiment qualifier l'espace ouvert, et donc de prendre la décision de réellement assumer le fait qu'on fasse un parc en bord de Vesdre, et qu'on élargisse le lit de la Vesdre, en tout cas sur sa rive gauche. Il y a également une modification importante au niveau du MAUV, je dirais, de la zone d'activité économique mixte. Donc, on va passer d'une zone industrielle à cette zone d'activité économique mixte dans laquelle le caractère urbain est plus prononcé. Et puis, dans la modification du sol, il y a également le site Goder qui a été intégré en zone d'habitat, donc avec cette idée de développer plutôt là un quartier de logement, de maisons, en continuité du quartier de Lonneux. Et donc, c'est le document que vous avez ici à droite, l'image que vous avez ici à droite, qui est le document qui a fait l'objet de l'enquête publique, je pense, si je me souviens bien, au mois d'avril, mai de cette année, de l'année 2021. Alors, bien sûr, on ne peut pas terminer cet exposé en parlant des événements qui ont eu lieu au mois de juillet 2021, donc, et qui nous ont bien sûr touchés, parce que voilà, on a quand même travaillé sur ce site, on a une affinité avec les personnes, on a une affinité avec ce territoire. On est aussi dans nos démarches respectives chez Virginie et chez MSA, on est quand même des gens qui avons un intérêt pour le territoire, quoi. Enfin, voilà, on pense que le territoire, c'est un paramètre très important. Et donc, bien sûr, on n'a pas pu... on ne peut pas être indifférent à ce qui s'est passé. Et donc, vous voyez ici une image aérienne des inondations des 14 et 15 juillet 2021. Et donc, avec les sites Goder, LBP entièrement inondés, les habitations également des riverains entièrement inondés, donc la Vesdre ayant débordé, je dirais, à l'intérieur du coude qu'elle forme à l'endroit de Chénet, et donc l'entièreté du site et l'entièreté du centre de Chénet a été inondée. Donc voilà, je mets cette carte aussi, qui est la carte des aléas d'inondation, dont on avait bien sûr tenu compte, dont il avait été question, puisqu'il y a des parties, le signal des zones potentiellement inondables, mais voilà, on a eu le mois de juillet, c'est quand même quelque chose qui a été inimaginable en fait. Je pense que si quelqu'un y avait pensé, voilà, on aurait agi autrement, y compris en amont pour évacuer les personnes, etc. Mais donc c'est un peu un impensé de l'aménagement du territoire qui s'est produit. Et c'est bien évident que cet événement pose des questions par rapport à la manière d'aménager le territoire. Alors nous n'avons pas de réponse à apporter. Donc bien sûr, on a été voir sur place
Et donc on a vu que le site, il avait, comme on l'a vu précédemment, il avait encaissé une série d'inondations, donc se pose aussi des questions de dépollution, etc. Mais je dirais, voilà, il y a la question qui nous a été aussi posée, quid du site LBP? Bon, voilà, moi je pense, enfin nous pensons, en tant qu'urbanistes, paysagistes, aussi enseignants, associés à des centres universitaires, que la réflexion, elle doit se poser sur l'entièreté de la vallée de la Vesdre, et donc on ne peut pas, il est compliqué de se prononcer sur un site s'il n'y a pas une réflexion globale en amont sur la Vesdre, ses affluents, ses bassins versants, et il faut réellement, je pense, voilà, positionner cette réflexion à ce niveau-là et pas se concentrer sur l'un ou l'autre site, mais vraiment imaginer une pensée sur le territoire qui prenne en compte cette échelle-là. Et donc je ne pense pas que ça remette fondamentalement en question les options, disons les grandes options urbanistiques sur le site LBP, mais ça remet plutôt, voilà, les événements du mois de juillet remettent en question la manière dont le territoire a été aménagé, la manière dont le territoire doit être pensé en amont, tenant compte de ce type d'événements. Voilà, donc on termine notre exposé comme ceci, donc avec cette réflexion un peu d'ouverture, parce que bien évidemment, des questions viendront sur finalement que faut-il faire sur le signe LBP, mais cette question-là, on ne peut pas nous y répondre comme ça. Il faut pouvoir élargir le champ de vision et voilà, ouvrir les perspectives. Et je pense qu'en fait, voilà, il y a maintenant vraiment une réflexion globale, territoriale, à avoir par rapport à la vallée de la Vesdre, de la Hogne et l'ensemble de ses affluents. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation.